This next part, we're going to talk about stakeholder engagement for clean air in Brussels. We want to make this session more Nous interactive. allons rendre cette session plus interactive que la précédente, parce qu'on vous a bombardé de schémas et de faits dans la première partie de cette journée. Nous allons discuter de comment nous pouvons tourner les narratifs que nous avons vus. Les choses sont assez claires. Nous allons parler des actions que nous voulons qui émanent de cela. Donc, nous avons préparé une série de questions, 4 questions que nous allons vous adresser bientôt. C'est assez facile à utiliser. Vous devez aller sur l'application Slido. Nous avons 4 orateurs ici. Les questions sont là en tant que point de départ. C'est concentré sur les citoyens. Donc, je vais d'abord vous présenter notre panel. Ensuite, nous allons pouvoir commencer la discussion directement après. D'abord, on aura Patricia Palacios. Elle est un médecin généraliste. Elle est active dans un mouvement pour créer les premières rues sans trafic à Bruxelles. Elle est membre de la branche Société scientifique de médecine générale, qui représente des médecins dans la communauté francophone de Belgique. Elle est également la créatrice d'un outil d'apprentissage en ligne qui vise les professionnels pour conscientiser. Nous avons également à côté d'elle Tim Cassis. Tim Cassius, qui est un expert en qualité d'air et mobilité. C'est un mouvement urbain à Bruxelles. Il est impliqué dans les projets de sciences citoyens. Il est concentré sur la qualité des projets citoyens. Par exemple, dans les projets de Curious Air. En fait, c'est pour que les citoyens soient impliqués dans la mesure de la qualité de l'air par eux-mêmes et qu'ils réfléchissent à ce qui ferait sens pour améliorer la pollution de l'air. À côté de Tim, nous avons Renaud Lemans. C'est un sociologue de formation. Il se concentre sur l'implication des citoyens. Il est impliqué en tant que défenseur pour les jeunes. Il est coordinateur de campagne pour les chercheurs d'air qui travaille également à la surveillance de la qualité de l'air sur le terrain. Et il s'occupe également des débats et des politiques. Et enfin, il y a Marie-Charlotte de Bouche, qui travaille pour une organisation non gouvernementale, Planet Earth, qui aspire à la prospérité, qui combat les menaces environnementales. Elle a déjà mis, cette organisation a déjà poursuivi en justice la ville de Bruxelles pour, entre autres, dans d'autres missions, il y avait des missions pour pousser le gouvernement à mettre en place des régulations pour l'amélioration de la qualité de l'air. Alors, nous sommes ici pour vous parler. Nous voulons commencer avec une question adressée à vous. Donc, si nous pouvions aller à cette diapositive. Vous devriez avoir un QR code accessible pour vous. Pouvons-nous retourner? Voilà, je pense que c'est le bon QR code. Vous pouvez aller sur menti.com et vous pouvez écrire le code que vous voyez là, 3217 74 13. Et la première question qui va apparaître, c'est celle que vous avez vue. Quelle est la partie la plus polluée de Bruxelles? Alors, nous avons pris en considération que vous ne vivez pas tous à Bruxelles. Mais comme nous l'avons appris ce matin, cela dépend un petit peu. Quel aspect de pollution vous prenez en compte lorsqu'on parle de cette pollution et d'où cette pollution vient-elle? Les réponses vont être différées. Donc, nous avons essayé de parler d'une question qui est assez large et qui s'applique à des villes. Et les options ici, on va parler si le quartier est au centre, dans les quartiers résidentiels et plus dans la campagne. Et nous allons laisser ça ouvert pour un petit temps.
Et pendant que vous votez, je vais me tourner vers les panélistes pour commencer. Je vous remercie à tous. Je vous remercie pour la question. Je pense que nous avons déjà des courbes selon la mutuelle libre et nous voyons réellement à Bruxelles que les citoyens, les parties qui sont les plus polluées, lorsque nous prenons les études de questionnaire, nous avons évalué beaucoup de zones de Bruxelles. On voit que les personnes s'évaluent elles-mêmes pendant un mois et nous avons vu un schéma assez défini, notamment dans le centre de la ville, là où le trafic est concentré. La partie la plus polluée était donc le centre de la ville. Les parties extérieures de Bruxelles se portent mieux. Ce qui est important dans cette question, c'est je suis ici pour parler de ça, c'est le fait que c'est ce genre de questions qui font que les personnes s'adressent à vous lorsqu'elles veulent comprendre. Elles entendent dans les médias des choses, elles entendent des problèmes de pollution de l'air, mais elles demandent qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela représente pour l'endroit où je vis. Alors, ça, c'est une façon de vraiment montrer les choses aux gens, mais ça va au-delà de ça. Je pense que de nombreux scientifiques et d'autres utilisent des outils qui sont intéressants pour mesurer les données, partager ces données. Et parfois, en tant que scientifique, vous n'avez pas la possibilité de faire ça aussi simplement en termes pratiques. C'est juste impossible. Mais c'est aussi, cela permet aux gens d'être engagés. Ils comprennent alors les choses et commencent à être sensibilisés et commencent à être mobilisés par les questions de pollution. Et ils pensent, OK, ça, j'ai mesuré ça, c'est problématique, je voudrais parler de ça avec mes voisins. Je voudrais m'impliquer davantage sur le plan politique. C'est ce qui est en train de se passer à Bruxelles depuis 10 ans, depuis que nous avons commencé à travailler avec les citoyens sur la pollution de l'air. Au début, les personnes ne savaient pas grand-chose sur cette pollution et maintenant, les personnes ont commencé à se rendre compte et à se mobiliser. Et je pense que c'est un message clé et nous voyons beaucoup d'opposition également ces temps-ci sur certaines mesures, mais nous ne devrions pas oublier qu'il y a également beaucoup de soutien sur ce type de mesures adoptées parce que les personnes qui mesurent cela par eux-mêmes savent quels sont exactement les problèmes. Et donc, je pense que ça, c'est un de mes messages clés ici. Les citoyens sont engagés parce que la compréhension est réelle, ils comprennent réellement ce qu'est cette pollution de l'air et quel type d'actions peuvent être prises. Renaud, voudriez-vous ajouter quelque chose parce que CHDR est très impliqué sur le terrain en termes de surveillance? Oui, nous faisons également des mesures. Il y a quelques années, nous avons mesuré l'ensemble de Bruxelles et nous avons vu que les endroits où nous avions effectué les mesures dépassaient les normes recommandées par l'OMS. Il y a également des inégalités. Nous savons qu'il y a des communautés défavorisées où les niveaux de pollution sont augmentés. Il y a en termes de socio-économie, de socio-démographique, il y a des inégalités. Donc, j'ai une autre question à vous poser. Est-ce que les données question, est-ce que les données sont sont générées par la communauté scientifique? Est-ce que ces aussi données sont valides? qualitatives ou pas? D'un côté, il y a un rôle très Est-ce que vous pratique, pouvez mesurer 3005 parce qu'on ne pourrait pas trucs avec ça? mesurer avec une seule équipe de chercheurs autant de choses, mais qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Eh bien, ce n'est pas la même chose.
nous ne passons pas des heures et des heures à collecter ces données-là. Ça n'empêche que ces données-là sont valides. Nous avons travaillé avec une équipe d'Anvers et maintenant nous sommes rapprochés d'une équipe à Bruxelles. Et donc c'est complémentaire, ce n'est pas toujours la même chose, mais nous avons quand même besoin des deux systèmes parce que nous ne pouvons pas être partout à la fois, mesurer chacune des rues de chaque ville. Donc l'approche complémentaire est pertinente. Très bien, merci. Très bien. Nous avons parlé des problèmes liés à la pollution, mais d'après vous, quel est le problème majeur? C'est vrai que nous en avons entendu beaucoup. Je ne suis pas sûre de savoir quel problème sanitaire était le principal. On verra si d'autres personnes ont retenu la réponse, mais voilà, c'était une question ouverte. Patricia, néanmoins, vous pouvez peut-être parler des différentes maladies ou problèmes liés à cela. Donc, ce qui est très intéressant, même en regardant les réponses ici, c'est que par rapport à il y a quelques années, on voit que déjà, on est mieux informé parce que la première idée qui venait à l'esprit avant, c'était les problèmes respiratoires et pulmonaires. Maintenant, grâce aux présentations qu'on a vues tout à l'heure et grâce aux connaissances générales et à l'information du public, on voit que on a de plus en plus d'informations. Je voulais rebondir sur le citizen science. Donc, moi, comme médecin généraliste, il y a quelques années, j'ai justement commencé avec les patients de la maison médicale à faire de la science citoyenne avec le BRAL. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'en effet, comme disait Tim tout à l'heure, les gens, la population, ils veulent savoir, en fait, qu'est-ce qui impacte leur santé. Moi, je pense que c'est ça qui est très important, c'est vraiment d'informer le grand public. Et en tant que médecin généraliste, en fait, on a l'obligation d'informer nos patients, de leur donner des informations sur les risques qu'ils encourent à cause de leur environnement. Et à travers la citizen science, c'est vraiment intéressant de le faire. Ça demande beaucoup d'énergie, mais on a vu il y a quelques années qu'on avait obtenu des très, très beaux résultats avec les premières rues scolaires euh, à Bruxelles. Le médecin, c'est un interlocuteur de choix pour les patients, donc ça veut dire pour tout le monde, pour la population en général. C'est une personne de confiance, c'est un scientifique de proximité à qui on peut poser des questions. Et donc c'est très important que les médecins, les soignants soient formés à la médecine environnementale. C'est ce qui n'existe quasi pas en Belgique dans les universités. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec la SSMG, de former les soignants, pas seulement les médecins, tous les soignants, donc à travers des formations en présentiel, des e-learning. On a aussi un service doc-to-doc, ça veut dire que les soignants peuvent nous contacter s'ils ont des questions sur les situations de vie de leurs patients auxquelles ils ne savent pas répondre pour le moment parce qu'ils ne sont pas formés. On a aussi élaboré des fiches pour les patients et pour les soignants. On a fait des fiches simplifiées aussi pour les personnes pour qui c'est plus difficile de comprendre. Et il y a un site internet qui s'appelle Docteur Coquelicot sur lequel tout le monde peut aller s'informer. Donc le but de la SSMG et de notre groupe de soignants, c'est vraiment de diffuser l'information aux soignants et à la population en général. Okay. Une petite question sur donc le citizen science. Est-ce que vous avez fait un lien direct avec la santé dans ces projets? Donc, c'était pas que mesurer la pollution, parce que c'est pollution, mais il y avait aussi cet engagement, cette sensibilisation avec la santé. Mais en collaboration avec le BRAL au départ, donc on était parti sur des écoles, parce que moi j'avais commencé dans l'école des enfants de mon quartier et à la maison médicale, et on donnait une petite formation, une petite présentation sur qu'est-ce que c'est que la pollution de l'air et en quoi c'est mauvais pour la santé. Et comme on en discutait tout à l'heure avec Marie-Charlotte, le fait que ce soit un médecin qui vienne expliquer ça, que ce soit pour les citoyens, mais aussi pour les autorités publiques, comme par exemple à l'époque les bourgmestres des communes. Mais c'est vrai que ça donne un impact un petit peu plus fort. Donc oui, on informait les citoyens, on faisait une vulgarisation scientifique,
Et le fait de mesurer Mhm. la qualité de l'air et puis de faire un retour chaque semaine, Mhm. pouvoir visualiser ça sur un site Internet, ça permettait aux citoyens de vraiment Ouais. mieux comprendre la situation. Ok. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les résultats qu'on voit ici? Donc, est-ce que d'abord c'est vrai? Donc, cardiovasculaire, c'est le plus grand problème et il n'y a personne qui a choisi 3 des options là-bas. Voilà, parce que il y a encore beaucoup d'informations à transmettre. C'est ce qu'on essaye de faire. Parce que le cardiovasculaire, c'est en effet l'impact le plus important sur la santé. On en a parlé tout à l'heure, à partir du stress oxydatif, donc de l'inflammation des vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins du cœur, du cerveau, de tout le corps, Mhm. du cerveau des enfants aussi, on en a parlé tout à l'heure, vient en première place à côté des problèmes pulmonaires et des cancers pulmonaires. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi, on a vu les chiffres tout à l'heure du diabète, 20%. Donc, c'est énorme aussi. Et les pathologies neurologiques, c'est toujours à partir du même phénomène inflammatoire des vaisseaux sanguins et inflammation du cerveau. Ok, merci. Let's go on to our third question. Très bien, troisième question. Comment est-ce que les citoyens peuvent améliorer la qualité de l'air de leur quartier? Donc, c'est une question ouverte. Vous pouvez écrire une réponse, un mot ou deux, idéalement. Et l'idée était de considérer une perspective large. Comment est-ce qu'on peut aider avec des actions individuelles, utiliser sa voiture, mais ça peut aussi participer à des études. Effectivement, ça peut être planter des arbres, ça peut être aussi un engagement politique à différents niveaux d'engagement citoyen, de connexion, peut-être. Marie-Charlotte, je vous invite à prendre la parole là-dessus. Tout à fait. Nous avons vu et nous en avons discuté. La sensibilisation joue beaucoup. C'est grâce à cette sensibilisation que on voit que l'accès à un air pur est un droit qui doit être protégé par les gouvernements. Et quand on parle aux citoyens, on voit aussi qu'ils prennent une part active dans les projets citoyens. En Belgique, nous avons aussi parlé devant des cours, des tribunaux en Belgique en général, de manière à ce que les citoyens qui avaient des problèmes respiratoires pulmonaires, eux ou leurs enfants, pouvaient s'adresser directement de manière à ce que les gouvernements en Belgique soient mis face à leurs responsabilités à cet égard. Donc, c'est aussi une possibilité pour les citoyens pour protéger leur santé. Ce qui est très important aussi, c'est l'accès à l'information. On en a vu aujourd'hui. Il y a une large somme de preuves. Et donc, là aussi, la sensibilisation monte. Donc, plus de personnes sont conscientes du problème. Il y a aussi des plateformes d'information pour les médecins, pour qu'ils puissent informer leurs propres patients. Et c'est pour cela qu'on est voir que Ursuline, l'organisme du gouvernement responsable de la mesure de la pollution de l'air, jouait, là aussi c'est très important pour l'accès à l'information, de manière à ce que les citoyens puissent agir pour protéger leur santé. Est-ce que quelqu'un d'autre va ajouter? Oui, nous avons beaucoup de questions de la part des citoyens du côté des chercheurs d'air, parce que les parents, par exemple, s'inquiètent pour leurs enfants et se demandent comment ils peuvent agir. Et voilà, nous avons beaucoup de demandes, nous sommes ravis de pouvoir aider. Et cela prend du temps, effectivement, de s'impliquer. Et on voit de plus en plus de parents qui veulent
mettre des mesures en œuvre dans les rues des écoles, par exemple, et qui veulent savoir comment. Oui, je vois beaucoup d'actions individuelles dans ce graphique, c'est très bien, mais c'est un des messages difficiles à faire passer pour les citoyens, d'accord? Il faut avoir des actions individuelles, mais il ne faut pas individualiser le problème uniquement. L'action de Marc ou de Rachel, l'action politique est capitale aussi. Il s'agit des choses que l'on met en place, du cadre général qui permet en fait de guider et coordonner les différents choix des citoyens. Si vous prenez moins la voiture, c'est une chose. Et si votre ville est construite pour la voiture, forcément, cela demande plus de travail de la part du citoyen de faire ce choix conscient de ne pas la prendre, la voiture. Et c'est pour cela donc qu'il faut mettre une pression sur l'action politique. On a parlé des zones de basse émission pour Bruxelles. C'est grâce aux actions des citoyens que ces zones de basse émission ont été mises en place à Bruxelles. Ce n'est pas qu'une question de personnes qui voulaient changer leur environnement, c'est aussi une question d'action politique qui a suivi la demande citoyenne pour changer les choses. L'action individuelle, oui, c'est important, mais il faut quand même un cadre général pour guider ces actions-là. Donc, en effet, nous, quand on donne des formations aux soignants, la question qui reste en suspens, mais ok, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a l'impression de ne pas pouvoir jouer un rôle. Et finalement, comme tu le dis, pour que la population puisse demander, attendre quelque chose de leur politique, il faut qu'ils soient informés. Et moi, je reviens toujours là-dessus. Je pense que c'est vraiment important que les acteurs, tous les acteurs de la société, dont les soignants, soient déjà formés pour pouvoir informer leurs patients. Merci. And a final question. What is the biggest barrier to stakeholder engagement for clean air? Et la dernière question, quel est l'engagement? En fait, quel est l'obstacle principal à l'engagement des parties prenantes à Bruxelles? On a déjà eu des références à un cadre politique plus général. On a aussi parlé d'initiatives très spécifiques pour avoir des zones d'air plus pur, par exemple. Et voilà, il y a des initiatives de basse circulation, d'espace plus vert aussi. Mais il y a beaucoup de discussions polémiques sur ces questions-là. Donc, pourquoi, en fait? Quel est cet obstacle-là? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas intéressés par ces mesures, parce qu'ils n'ont pas accès aux bonnes informations, à des informations tout court? Est-ce que c'est trop dur? Qui semble être la réponse majeure qu'on obtient du sondage actuellement? Ou est-ce que, ça aussi, on en a déjà parlé, cela vient d'inégalités sociales qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en place des politiques suffisantes pour servir les gens qui en ont le plus besoin et servir leurs intérêts aussi. Manifestement, la réponse principale, c'est complexité du système politique. J'aimerais faire quelque chose. Je ne sais pas comment agir. Donc, est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire? Voir, une voie à suivre. Peut-être que vous avez des expériences personnelles, des exemples positifs. Non, je ne pense pas que ce soit une question de manque d'intérêt. On a parlé des 140 experts de la santé et de l'environnement aujourd'hui qui ont demandé à ce que l'action soit menée pour donc, les zones d'émission, par exemple. On a vu aussi que
80% des citoyens bruxellois étaient inquiets, préoccupés par la pollution de l'air, et beaucoup sont sensibles à l'idée des zones de basse émission, à la piétonisation dans certaines villes. Donc, des experts, des organisations, des citoyens, tout cela montre bien que l'intérêt est là. Et pour passer à la vitesse supérieure, il faut sans doute leur donner plus de plateformes, en fait. D'accord, donc pas un manque d'intérêt. Est-ce que cela vous surprend de voir le système, de voir le manque de clarté, qu'est-ce que ça vous dit plutôt? Oui, effectivement, la complexité du système politique n'est pas négligeable en Belgique. Et s'agissant de la qualité de l'air, la politique belge semble regarder presque au niveau européen, et aussi avec la directive qui devrait être faite demain. Mais il y a un devoir politique à aller plus loin, à utiliser les cadres juridiques déjà en place et à ne pas s'arrêter surtout à la complexité comme excuse. Peut-être que c'est un compromis à trouver aussi. Comme je l'ai dit, l'accès à un air plus sain est un droit à protéger. C'est quelque chose à protéger aujourd'hui. Oui, je voudrais aussi souligner ce qui a été dit sur les accords. Inclure les normes de l'OMS, c'est bien, mais maintenant il faut un plan d'action à arriver à atteindre d'ici 2035, et pour le moment, c'est juste un plan. C'est un plan d'action, ce n'est pas un texte juridique. Et donc, il faut que ce soit entériné vraiment pour le prochain cycle législatif. Et tant que ce n'est pas le cas, ce sera compliqué. On pourrait le faire à Bruxelles, et on devrait le faire. Et on a des exemples, même en Turquie par exemple. Donc vraiment, c'est ce qu'on devrait faire. Je voudrais aussi parler des obstacles à l'engagement et l'implication des citoyens. C'est une bataille importante. On voit maintenant que des mesures sont prises. Et parfois, ces mesures ne vont pas aussi loin qu'elles pourraient ou devraient, parce qu'il y a une opposition. Donc, c'est très difficile parfois. On a une idée générale, il vous faut un air de meilleure qualité. Et concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Demander à changer des habitudes ou des comportements qui durent depuis la nuit des temps. Et on voit aussi beaucoup de populisme à l'œuvre. On a entendu ce matin les messages très complexes à saisir. La qualité de l'air s'améliore, oui, mais la situation sanitaire se dégrade en revanche. Et les preuves scientifiques le montrent. Et il faudrait que l'on avance plus vite. Et le problème, c'est que les décideurs réduisent le message et choisissent un élément plutôt que de présenter l'entièreté des faits. Et il faut se garder, mettre en avant un aspect particulier, de grossir la réalité. Parce que voilà, on parle de la cartographie de la qualité de l'air. C'est-à-dire, très bon outil, il faudrait absolument qu'on l'exploite plus. C'est un bon résultat. Est-ce qu'on le met en avant? Est-ce qu'on le garde? Voilà, c'est quelque chose que l'on doit faire passer aussi aux décideurs. Oui, nous allons dans la bonne direction, mais ce n'est pas le moment de se poser sur nos lauriers. Non, il faut passer à la vitesse supérieure. Cela montre que
un progrès peut être fait. Et donc, ne pas s'arrêter en chemin et continuer à travailler d'arrache-pied pour une véritable amélioration à long terme, pour éviter aussi les déclarations populistes où l'on confond toutes les informations. D'un point de vue de la santé sanitaire, c'est capital. Et trouver un message qui n'en fasse pas discussion ou un débat politique pour l'art du débat lui-même, pour le moment, c'est encore très compliqué. C'est vrai qu'il y a des voix populistes qui sont plus entendues, hélas, mais nous avons besoin de faire attention. I know half an hour is very. Merci, je pense que c'est tout ce qu'il nous reste comme temps. Maintenant, il nous reste 30 minutes. La valeur de cela montre que c'est donc des données scientifiques, donc c'est des données à prendre en compte. Le rôle des médecins font figure d'autorité ici, leur formation et leur engagement, par exemple dans les écoles. Parler du fait de conscientiser sur les niveaux de pollution de l'air et leurs incidences sur la santé est beaucoup plus large que ce que beaucoup de personnes se rendent compte. Il y a beaucoup d'actions individuelles, en effet. Lorsque l'on vous a demandé des idées, vous avez indiqué qu'il y avait d'autres voies comme les voies légales, mais que l'importance venait également d'un cadre à l'échelle européenne. Mais en même temps, vous avez dit que on ne devrait pas attendre cela. Il ne faudrait pas que ça devienne une excuse pour qu'il n'y ait pas d'action à l'échelle locale parce qu'il y aurait un cadre européen. Il ne faut pas utiliser ça comme excuse pour ne pas aller plus loin. Il y a beaucoup d'informations qui sont octroyées, fournies aux citoyens. Et enfin, ce que nous demandons, c'est un changement de comportement à long terme, comme vous l'aviez dit, Tim. Et les enjeux sont ici que cela se vend durant les élections, mais ça, on va se concentrer sur les politiques plutôt dans le prochain panel. On va voir comment on prend en compte ces messages, ce que l'on demande aux citoyens, comment on tourne cela en termes de messages, comment cela devient politiquement désirable et que cela transforme cela en action.